2 millions et tous les jours, j'avais 100 personnes qui s'abonnaient à la séquence email. J'en avais 233 et maintenant, j'en ai 4500. On a beaucoup qui s'épuisent avec un produit et puis après, ils n'ont plus de créative. Le produit s'épuise et puis après, il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai envie de faire mon premier mois à 100 000 d'ici mars, la fin de l'année, le premier million sur un an en chiffre d'affaires. Je pense aussi ce qui m'a fait commencer le dropshipping, c'est vraiment tous les piliers, les fondamentaux qu'on apprend. On apprend la création de site web, le marketing, le persona client, les créatifs publicitaires. Bangkok, ce qui est bien, c'est qu'on a tout à disposition. On a l'écosystème entrepreneurial, la culture, les gens sont ultra gentils. Tout ce qui est service, quand on va manger au resto, quand on va faire des massages, on a un service qui est incroyable. Il n'y a pas de comparaison à ici, à la France, etc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast. Aujourd'hui, on va parler e-commerce, dropshipping et j'ai l'honneur de rencontrer Benoît aujourd'hui. Enchanté. Ça va Benoît ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va voir un petit peu tout le parcours de Benoît, de comment il a réussi à faire 50 000 € de chiffre d'affaires par mois avec sa boutique commerce et dropshipping. On va voir vraiment tout son parcours de A à Z. On va vraiment voir tout son processus de la recherche produit jusqu'au lancement des publicités. Donc Benoît, est-ce que tu peux te présenter si tu fais du e-commerce depuis combien de temps qu'est-ce que tu faisais avant de faire du dropshipping, etc. Ok, donc je me présente, enchanté. Moi, c'est Benoît. Du coup, j'ai 19 ans et j'ai commencé le dropshipping en 2022. Avant le dropshipping, j'étais déjà un peu dans le business en ligne. En gros, je créais des comptes Instagram que je montais en abonnés. Ensuite, je revendais. Et voilà, c'est à peu près mon parcours. Je suis étudiant à l'université. Je suis entre la Belgique et l'Espagne. Ça veut dire je vis en Espagne, je viens en Belgique faire mes examens. Et c'est un peu ça, quoi. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va voir vraiment tout ton parcours, de comment tu as trouvé ton produit, comment tu l'as lancé, comment tu as créé ta boutique, etc. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer en dropshipping ? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu t'es lancé et que tu t'es pas lancé dans un autre business ? Bah, déjà, j'aimais bien le business model. Ça veut dire, quand j'avais compris que tu pouvais vendre un produit sans l'avoir en stock, ça m'a complètement lavé le cerveau et je me suis dit, c'est ce que je veux. Surtout que j'ai toujours aimé la vente. Faut dire que j'ai commencé à vendre des produits à 11 ans. Donc, j'avais compris un peu que si je pouvais acheter quelque chose moins cher, je peux le vendre plus cher. Donc, dropshipping, c'était le business parfait. Et je suis tombé dessus par hasard en 2020. Et c'est vraiment en 2022 que je me suis dit, c'est le moment d'y aller, quoi. J'étais en 5e secondaire et je me suis dit, si je veux changer de vie, c'est maintenant, quoi. Et c'est là que j'ai commencé. Ok. Et du coup, tu as terminé tes études ou pas du tout ? Ouais, j'ai terminé du coup ma 6e secondaire. Ok. Après, là, je suis inscrit à l'UNIF en première année de sciences éco. Après, bon, le but, c'est pas que je termine et je sois un grand diplômé, etc. Je veux vraiment persévérer dans le drop et en faire ma vie. Ok, très bien. Alors, j'aurais voulu savoir aujourd'hui, c'est quoi l'histoire de ta première vente ? Peut-être tu peux nous partager peut-être le produit ou quoi que tu as fait avec ta première boutique. C'est toujours intéressant. J'aime toujours bien savoir ce qu'on a vendu en premier. OK. Bah, pour moi, ma première boutique, c'est celle avec laquelle j'ai fait 50K par mois. Donc, je ne vais pas dévoiler le produit. Mais je me souviens, c'était le 24 septembre 2022. C'était un lundi, il me semble. Et je sais pas, comme d'hab, je me réveille 7 heures du mat. Et là, je vois la notification Shopify. Et il y avait ma mère dans le salon qui déjeunait. Et je cours en bas. Je dis, maman, je fais ma première vente. Et en fait, c'est à ce moment-là que dans mon cerveau, ça a fait un switch. Et que je me suis rendu compte que c'était possible, quoi. Parce que dès qu'il y a la première vente, tu te dis, c'est là où ça commence. Et voilà, c'est un moment qui m'a marqué. Et j'oublierai jamais le 24 septembre 2022, jamais. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, la date, moi, je m'en souviens pas très bien. Mais je me souviens que la première notification, c'est ce qui m'a dit, où je me suis dit, OK, là, c'est possible, on peut vendre des choses en ligne, c'est pas de l'arnaque. Et c'est ça qui m'a permis de faire beaucoup d'argent avec ça. Et c'est vrai qu'on s'en rappelle, ça a toujours une saveur bien intéressante quand on s'en souvient bien. D'ailleurs, tu t'en souviens très bien. Donc, on va passer dans le vif du sujet aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir aujourd'hui. Donc, on va vraiment voir ton processus de A à Z, recherche produit, création de site web, lancement des créatives, la gestion des créatives, etc. Même la gestion du stock ou si tu en avais, etc. Donc là, on va commencer. Comment tu as fait ta recherche produit ? Quels critères tu as utilisé pour le sélectionner ? Qu'est-ce que tu as mis en place vraiment pour aller chercher ce produit-là et le tester alors ? OK, bah, à l'époque, je ne suis pas allé très loin, en fait, dans la recherche. C'est que je me suis basé, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'ai une passion? Et c'était par hasard qu'un jour, je tombe sur un produit, du coup, un produit dropshipping dans une niche que j'aimais bien.
Et en voyant ce produit, je me suis dit, c'est fou quand même, ce produit, je pourrais l'acheter. Et j'étais à 2 doigts de l'acheter 70 euros. Hein. Et je fais mes recherches un peu plus loin. Et je vois sur AliExpress, il est à 13 euros. Je me dis, attends, il y a un problème. C'est comme ça que j'ai appris le dropshipping. Et comme j'ai vu que lui, il vendait ce produit, que je l'aimais bien, que vraiment, pour le coup, j'allais vraiment appuyer sur acheter, je me suis dit, si moi, je l'achète, alors que je suis de base très difficile, je me suis dit, tout le monde peut l'acheter. Et c'est le premier que j'ai lancé. C'est celui avec lequel je tourne actuellement et que je suis en train de créer une marque aussi. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Ok. C'est très rare de voir quelqu'un qui a lancé sa toute première boutique, son tout premier produit et qui chiffre avec. Souvent, on a besoin de tester des choses, d'apprendre à créer au niveau des sites web, des créatifs publicitaires. Donc, c'est intéressant. Et aujourd'hui, si tu devais nous donner des conseils, est-ce que tu as regardé un petit peu au niveau des critères de la sélection de ton produit? Est-ce que tu t'es dit, OK, ce produit-là, il me plaît parce que je sais que je pourrais l'acheter? Ou alors vraiment, tu t'es dit, OK, il y a des critères intéressants. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu les critères qui t'ont permis de le trouver aussi? Bah, déjà, comme je l'aimais, ça, c'était un premier critère. Et ensuite, je voyais les marges. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas trop. Mais si je me basais sur AliExpress, 13 euros et qu'ils le vendaient 70, je me suis dit, à l'époque, je ne connaissais pas les pubs, tout ça. Je me suis dit, bon, il fait un x7 presque. Donc, les marges sont intéressantes. Ensuite, critère, évidemment, il y avait le fait que ça résout un problème. Ouais. Comme j'avais identifié que si je voulais l'acheter, c'est comme j'avais un problème à ce moment-là. Et c'est un peu ça, je pense, comme les critères qui m'ont tapé à l'œil la première fois, c'est ça. Ok, c'est intéressant parce que le critère de se dire, ok, moi je l'achète très bien, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je conseille souvent, c'est de se mettre dans la niche ou un produit qui nous plaît, tout simplement. Parce qu'en fait, on va s'attacher au produit, mais on va tout faire pour le faire fonctionner. Donc, Ouais. c'est ultra intéressant ton parcours par rapport à ça parce que sélectionner un produit comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font en fait. Souvent, ils s'attardent sur des produits un petit peu qu'ils voient comme ça, sur le fil TikTok, etc., des objets fun. Et ce n'est pas toujours des produits qu'ils achèteraient eux-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon critère. Et clairement, le fait que ça résolve un problème, ça, c'est super intéressant aussi. Donc voilà. Au niveau de ta marge de ton produit, on en parlera aussi plus en profondeur. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une bonne marge par rapport à ton produit, vu que c'était ton premier produit Ouais. Bah ouais, les marges sont intéressantes. En profit brut, je suis à 66%. Et ensuite, avec tous les ad spend, tout ça, en net, je touche 20% le mois. Ok. Mais ouais, le produit, c'est intéressant. À l'époque, quand la première fois que je l'avais lancé, il me coûtait 23. Depuis, j'ai tissé des bons liens avec mon fournisseur. Il me coûte 17. Ok. Donc, quand même, je gagne 6 euros par rapport aux gens qui débutent. Et je le vends 60. Et après, il y a des upsells, évidemment. Mais ça, c'est toi Évidemment. qui m'as appris. À l'époque, j'en avais pas encore avant de te connaître. Donc, ouais, on a mis en place les upsells. Mais on va en revenir après, j'imagine. Ouais. Alors, ça, c'est super intéressant. Donc, on parle de marge. Tu as des super relations avec ton agent. Et ça, aujourd'hui, il y en a très peu qui ne le font pas aujourd'hui, qui vont changer d'agent tout le temps, etc. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir une relation avec son agent qui est bien, qui est fiable. Parce qu'en fait, c'est la pierre angulaire de ton business. Si il envoie les mauvais produits et que en fait, tu as des mauvaises marges sur ton produit, en fait, ton business est voué à l'échec directement. Donc, OK, ultra intéressant. Il y en a beaucoup qui doivent se demander aussi, ton produit, est-ce que tu as aussi utilisé des outils de spy payants ou alors tu as vraiment tout fait en méthode gratuite, voilà, peut-être en scrollant, etc. Tu peux un petit peu nous expliquer ça? Non, bah, moi, j'ai tout fait méthode gratuite. Ça veut dire, j'étais vraiment tombé dessus par hasard parce que à l'époque, je faisais encore, comme j'ai dit, je grossissais des comptes Instagram et certains payaient des pubs. Et c'est comme ça que quelqu'un m'avait une fois demandé une pub pour ce produit et ça m'avait tapé à l'œil, quoi. Donc, non, j'ai pas utilisé d'AdSpy, rien de tout ça. Et je pense, allez, en 2022, sûrement, il y avait déjà, mais j'en avais pas entendu parler en tout cas. Ouais, il y avait beaucoup de spy, mais c'est vrai que les meilleurs produits qu'on trouve, c'est souvent en scrollant simplement sur le fil d'actualité. Donc c'est comme ça que tu as trouvé ton produit. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton produit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place au niveau de la boutique alors? Donc, en gros, hein, j'avais tapé comment créer une boutique en ligne et après, je suis tombé sur Yomi Denzel. Il avait fait une formation gratuite, création de boutique de A à Z. Je pense que c'était 1 heure et quelques. Et c'était la première partie. Ensuite, il y avait une partie pour les publicités Facebook, en gros. Et c'est comme ça que j'ai juste suivi le tutoriel. J'ai fait tac, tac, tac. C'était sur le thème Sense. Je pense que Ok. beaucoup le connaissent dans le dropshipping. C'est un peu un must-have pour les One Product Store. Donc, c'était le thème Sense. J'ai fait tac, tac, tac. J'ai suivi ensuite la formation sur les publicités Facebook.
J'ai fait les édits via téléphone et c'est comme ça que j'ai lancé, quoi. Ok, donc tu t'es vraiment lancé totalement gratuitement, en recherchant ton produit Mhm. sur YouTube, en créant ta boutique et puis en lançant les pubs, etc. On en Ouais. parlera juste après. Et donc, tu as fait une boutique vraiment classique que tu as vue sur YouTube, tu l'as mise simplement, et puis après, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as fait des images toi-même? Est-ce que tu as commandé le produit? Ou tu as vraiment repris des images peut-être d'autres concurrents? Comment tu as fait pour ça? À l'époque, j'avais rien filmé moi-même, pas d'image produit, rien. J'ai juste pris des concurrents. Et surtout qu'il était en baisse, je me souviens, parce que je voyais qu'il tournait plus de pub. Mais je m'étais dit, c'est bizarre parce que ce produit, je sais qu'il a du potentiel. Du coup, je me suis dit, il va sûrement faire faillite. Autant prendre ces trucs. Et c'est marrant parce que en 2024, il est revenu vers moi en mode, il m'avait fait la remarque, comme il a remarqué que j'avais utilisé ces photos à l'ancienne, comme il y avait certaines pubs qui avaient encore ce même contenu. Je me suis excusé, mais ouais, à l'époque, franchement, j'ai juste pris ce qu'il y avait en ligne, hein, c'est simple. Bah, au début, c'est de bonne guerre. C'est vrai qu'il faut reprendre ce qui est en ligne au début, surtout quand on a un petit budget. Ça dépend un petit peu le budget. Mais c'est clair qu'il y a tellement de contenu en ligne maintenant. En plus, avec les IA, on peut faire plein de choses. Donc, c'est super intéressant. Et toi, justement, tu as créé ta boutique, tu l'as mis sur ton store. Est-ce que tu avais déjà créé une offre? Est-ce que tu avais déjà vu un petit peu comment mettre de la social proof, etc. Tu avais déjà implémenté ça dans ton site web ou alors tu étais vraiment un site vraiment classique? Non, pas du tout, hein. Après, pour la social proof, évidemment, j'ai mis des reviews, mais c'est tout. Franchement, j'avais aucun terme. Pour être honnête, même le taux de conversion, j'ai pas su ce que c'était jusqu'en 2024, quoi. Ok, Alors que je d'accord. tournais une boutique rentable, mais c'est pour dire à quel point je me suis lancé tête baissée. Et mes pubs n'ont pas marché directement, hein. Ma première vente, j'étais en perte. Puis je Ok. suis break-even pendant un mois. Et c'est après que j'ai changé de stratégie et ça a pris. Ok, ultra intéressant. Tu nous parles justement du fait que ça n'a pas pris tout de suite, que tu as été break-even pendant un mois, donc tu as gagné, tu as perdu de l'argent pendant un mois. Ça, c'est ultra intéressant et je voulais en parler avec toi. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se lancent en e-commerce, en dropshipping, qui lancent des produits et après 2 3 jours de testing, ils vont carrément abandonner le produit. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que toi, tu as continué justement avec ce produit alors que tu étais break-even, voire en perte des fois? Qu'est-ce qui t'était dit, voilà, pourquoi tu as continué ce produit en fait? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas la notion d'un business. En fait, pour moi, dès que je voyais la notification Shopify, j'étais content, quoi qu'il arrive. Alors que j'avais des taux de conversion de 0,5, tout ça, bref. C'était la cata. Mais du coup, j'étais content avec mes ventes. Je voyais que bon, j'étais break-even, donc entre guillemets, je ne perds pas de l'argent. Je vis encore chez mes parents. J'avais pas de frais, j'allais à l'école. Bref, je m'étais dit, bon, je fais des ventes et surtout que je suis un peu fainéant de base. Moi, je ne me voyais pas aller chercher un autre produit. Je me suis dit, j'ai quelque chose, je le garde. Et puis, m'est venu le déclic quand j'ai pris du coup l'accompagnement et c'est là qu'on a mis Que en ça a place. changé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est intéressant. Donc, toi, tu dis que pendant un mois, tu as un peu galéré à le faire marcher. On va passer un petit peu au niveau des créatifs publicitaires, etc. Mais qu'est-ce que tu as mis en place au niveau créatif publicitaire pour tenir aussi longtemps avec ton produit? Est-ce que tu les changeais régulièrement? Est-ce que tu avais une ou deux créas et tu modifiais un petit peu le site web? Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce qui a fait, est-ce que tu peux un petit peu nous dire le process que tu as mis en place pour justement tenir ce produit sur un mois en changeant des choses sur ton site, sur tes créatifs? OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Du coup, le premier mois, donc j'ai commencé en août 2022. La première vente, c'était le 24 septembre 2022. Ensuite, du coup, le premier mois, comme j'ai dit, le mois d'octobre, septembre, j'étais break-even. À l'époque, mes créas, j'en avais que trois. J'avais fait trois créas, c'est ce qui a été dit dans la formation, trois créas. Et à l'époque, en fait, c'était par campagne, c'était une créa. Et il y en avait une qui performait bien. Du coup, c'est elle, en fait, qui faisait que je pouvais être break-even, perdre de l'argent, allez, C'était quelques instable, jours. quoi. Ouais, voilà. Et donc, c'est cette créa qui m'a un peu sauvé et les deux autres ont un peu flop. Et puis, après ces un mois, comme j'avais pas beaucoup de budget, j'ai fait de l'organique. Ok. Et c'est en TikTok organique que ça a pété. Et avec ça, j'ai eu le capital pour ensuite relancer des pubs en janvier 2023. Tu vois, j'avais fait presque 15 000 euros net en TikTok organique, comme Ok. les marges sont énormes, quoi. Ça veut dire que j'avais 80% de marge. Ouais, c'est dingue, en organique, ça marche bien. C'est quelque chose. Et donc, ouais, c'est vraiment en janvier 2023 que j'ai fait une stratégie un peu bancale, mais qui m'a permis d'avoir des ROAS de 2 Ok. donc de janvier 2023 à
juin 2024, c'est tout le temps ce ROAS que j'ai eu. Ok. Et j'ai changé le site web qu'une fois. Franchement, je n'ai pas pensé à l'optimisation. Ça, c'est toi qui m'as appris encore qu'un site, en fait, il n'y a jamais une version finale. Ouais. Et moi, je n'avais pas cette notion. Pour moi, j'avais mon Faut site. toujours tester des choses, Ouais. faire de l'A/B testing sur plein de choses. Et donc, j'étais content. Mais en fait, il faut chaque fois optimiser, même à l'heure d'aujourd'hui. Je fais qu'optimiser, mais c'est ça un peu le process. Ok, intéressant. Et au niveau de ta stratégie, tu nous dis que tu es passé d'une stratégie un peu ads avec seulement 3 créatifs, donc ce qui est très très peu, à une stratégie totalement organique qui t'a fait péter. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi du coup de te diriger vers l'organique pour justement faire péter ton produit plutôt que continuer en ads à créer de nouvelles créatives? Bah, parce qu'en ads, j'étais break-even et qu'à un moment, le budget, voilà quoi. Ouais. J'ai 17 ans, emprunté à mes parents, je voulais pas trop. Je me suis dit, je voyais que ça tournait sur YouTube, le TikTok organique. Et je me suis dit, bah, c'est parfait, c'est des vidéos que tu fais toi-même, tu les postes. Mais il faut savoir que mon produit, c'est un produit de sport. Ça veut dire, c'est vraiment quelque chose que je dois mettre sur mon corps. Les vidéos, personne ne veut les faire. Même moi, je ne voulais pas les faire. C'était chiant à faire. Mhm. Et j'ai pris ce truc et j'ai posté 3 fois par jour quand même pendant, jusqu'en janvier 2023. Et ouais, ça a pété. Hein. Dès que j'ai fait le premier million de vues, c'est là que les ventes ont décollé. Et ouais, c'est ça qui m'a donné le déclic pour l'organique, quoi. Ok. Aujourd'hui encore, tu continues à faire de l'organique sur ton produit ou tu es vraiment full ads alors? Non, je suis full ads, mais j'ai implémenté justement une stratégie organique. Mais je m'en occupe plus parce que même à l'époque, des pages Instagram, c'était posté 2 fois par Ouais, jour c'est long, hein. minimum. Ouais. Ça veut dire j'ai fait ça. J'avais commencé à 12 ans, mon premier compte Insta. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça jusqu'à mes 20 ans. J'ai pris un prestataire qui gère l'organique. Mais ouais, on le fait encore. Mais ça représente qu'une petite partie de mon bénéfice par mois. Mais Ok. c'est ça un peu. Ok. Et alors, tu dis que tu es passé d'une stratégie méta, donc vraiment Facebook Ads, hein, à une stratégie organique. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, toutes les vidéos qui ont pété en organique, je vais les utiliser en ads pour justement refaire un peu de cash flow et justement voir les créatives gagnantes qui fonctionnent? Ouais, je l'ai fait. Mais franchement, les vidéos TikTok que je faisais n'ont pas pété en ads. OK. Comme j'ai dit, j'ai posté 3 vidéos par jour. C'est que j'ai au moins 500 vidéos faciles. Mais le truc, c'est que, bon, déjà, tous les tester, c'était un peu chiant. Et à l'époque, je faisais encore comme d'hab, hein, une campagne, une créa. Donc, c'est vraiment... Ouais, maintenant, C'est ça à n'a pas de sens. l'ancienne. Ouais. Et donc, il y a une vidéo qui marche, ce qui est encore une pub qui tourne actuellement, organique, mais c'est la seule que j'ai pu convertir de TikTok Ads à les TikTok organiques à Facebook Ads, quoi. OK, donc tu as vraiment testé qu'une seule vidéo organique en ads qui a bien fonctionné alors? Ouais, non, testé plusieurs, mais une seule a vraiment fonctionné, quoi. Ok. J'ai une question un petit peu spécifique pour toi. Aujourd'hui, bon, tu fais quand même pas mal de Facebook Ads, pas mal de méta et de publicité payante. Tu favorises quoi, la CBO ou l'ABO? Moi, personnellement, l'ABO. Ok. Donc, ouais, j'ai toujours préféré l'ABO. C'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, je ne fais plus une campagne, une créa. C'est que j'ai mon ABO, l'adset et plusieurs créas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que de base, c'était une ABO testing, Ok. mais c'est converti en celle où je scale mes ads parce que le coût par achat est tellement bas que je peux me permettre de scaler. Là. Ok. C'est une question qui revient souvent, c'est à CBO, ABO. En fait, toutes les stratégies marchent aujourd'hui. Ça va dépendre un petit peu de votre stratégie, si vous avez un petit budget ou un gros budget. Comme tu dis, ABO, des fois, il faut un peu plus gros budget pour pouvoir faire de l'ABO. Et encore, et puis on a de la CBO également. Donc c'est une question, si vous vous posez, il n'y a pas vraiment de stratégie miracle ou quoi que ce soit. Le media buying, c'est vraiment 20% de ce que vous allez voir comme résultat. Concentrez-vous sur vos créatives. Je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. Et donc, une fois que tu as lancé tes créas, tu peux nous dire un petit peu combien tu as fait de chiffre d'affaires du coup les premiers mois, le deuxième mois, troisième mois, pour qu'on voit un peu sur le long terme comment ça a évolué. J'ai commencé du coup les pubs Facebook Ads en janvier 2023. L'année 2023, j'avais fait, je pense, 40 000 € de chiffre d'affaires. Mais à l'époque, vraiment, ma marge nette était ridicule. J'avais peut-être 12% net, il me semble, 12%. Donc, Ok. j'ai attaqué l'année 2024. Toujours la même stratégie publicitaire. À l'époque, c'était une campagne, une publicité. Donc, les 4-5 premiers mois de 2024, j'avais fait 40 000 avec un mois record à 10K en mars. En net, je tournais encore à 15%. Et c'est à partir de juin que j'ai pris l'accompagnement.
C'est là que j'ai changé mon site web. C'était la deuxième fois sur presque 2 ans. Ouais. C'est là où j'ai testé des nouvelles créas. J'ai mis une nouvelle structure publicitaire. Comme tu as dit précédemment, c'est que tu m'as appris, c'est les créas qui font tout le boulot. Ça veut dire on a testé. Ouais. Je pourrais même pas dire combien de pubs on a testé, mais c'était énorme, quoi. Ouais, tu as totalement raison. Et donc, du coup, justement, tu me disais avec ton site web, tu as eu des très faibles marges au tout début. Tu vois, 15%. Alors, ça peut paraître très, très peu, mais en e-commerce, c'est déjà intéressant. Et alors, tu peux nous dire comment tu as fait pour augmenter ces marges-là? Tu nous parlais un petit peu d'upsell tout à l'heure. Comment est-ce que tu as réorienté ton offre, etc. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu as réussi à augmenter tes marges concrètement avec ton produit? Ok, bah déjà, à partir de juin, j'ai implémenté du coup l'upsell. Ça veut dire que mon panier moyen a augmenté. OK. Donc, mes marges ont augmenté, ça a suivi. Ensuite, c'était le travail publicitaire a fait que mes coûts par achat ont baissé aussi. Donc, mes marges ont augmenté naturellement. Et c'est aussi l'email marketing que j'ai implémenté. OK. Aujourd'hui, ça représente à peu près 15% de mon chiffre d'affaires en plus. Et comme c'est... En gros, c'est des achats que tu ne payes pas, comme on dit. Ouais. Comme ils sont dans ta base déjà, ils vont acheter. Donc, ouais, c'est un peu ces 3 étapes. Donc, les créas, les emails, l'offre. OK, très bien. Ben, par rapport à ça, c'est clair que c'est ultra important d'optimiser son offre, ses créatives et son marketing, surtout son emailing. Tu nous parles justement d'emailing, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la stratégie que tu as adoptée sur l'emailing? À partir de quel moment tu as mis les emails en place? Parce qu'au début, j'imagine que tu n'avais pas mis ça du tout en place. Et nous dire un petit peu le chiffre d'affaires que tu as fait avec l'emailing aussi. OK, bah, l'email, j'ai mis en place que concrètement en octobre 2024. OK, donc il y a très récemment alors. Ouais, c'est très récent. OK, J'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Comme à l'époque, en fait, il y a les emails Shopify qui sont automatiques comme ouais, ça. Mais ça n'a jamais converti vraiment. Mais moi, je ne regardais pas. Et donc, pour les emails, voilà, on a mis des flows emails pour les abandoned checkouts, ouais, donc les paniers oubliés, les gens qui ont déjà acheté, tout ça. Et aujourd'hui, ça représente, si on regarde que sur le mois dernier, ça a été à peu près 7000 OK, que ça m'a apporté. Et en octobre, le mois d'octobre, quand j'ai commencé vraiment à avoir des résultats avec les flows, tout ça, je pense que c'était aussi dans les 4000, 6000, je ne sais pas OK. exactement. En tout cas, c'est tout le temps, c'est toujours quelque chose de positif, comme ça augmente tes marges aussi Ouais, naturellement. clairement. Totalement d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour récupérer les emails de tes clients? Tu as mis un pop-up d'entrée, de bienvenue, de sortie. Comment est-ce que tu as fait pour justement récupérer un maximum d'emails pour après les retargeter Bah, moi, j'ai implémenté des lead magnets. OK, Ça veut dire, en fait, je me suis basé sur apporter de la valeur aux clients. Comme je suis dans la niche sportive, qu'est-ce qu'ils veulent? Des programmes d'entraînement, ouais, des trucs alimentaires, bref, tout ce qui est valeur. Et donc, j'avais réfléchi. Je suis sur Insta, les réseaux depuis 12 ans. Je m'étais dit, comment est-ce que je peux offrir de la valeur et ensuite convertir des gens? Et c'est là où je voyais passer, je pense tout le monde l'a déjà vu, commente le mot Go pour recevoir ouais, ton e-book ou ton programme, je sais pas quoi. Donc, je l'ai fait à ma façon pour mon produit. Donc, je leur ai jamais vendu le produit. J'ai juste offert des programmes d'entraînement. OK, J'ai dit commenter le mot training, du coup, entraînement en anglais. OK, Et c'est comme ça que ça a pété. J'ai eu des vidéos à 400 000 vues, 1 million, OK, 2 millions. Et tous les jours, j'avais 100 personnes qui s'abonnaient à OK, la incroyable. séquence email. Et donc là, je suis passé de juin, j'en avais 233 OK, et maintenant j'en ai 4500 ouais, c'est sur énorme. mes emails. Donc je suis content de ce move. Et Ouais, clairement. Et toi, donc, tu dis que tu as mis en place de l'emailing et justement des lead magnets. C'était sur Instagram, j'imagine? ouais. OK. Pour justement promouvoir ton lead magnet, comment tu faisais dans tes vidéos publicitaires, enfin dans tes vidéos organiques sur Instagram pour justement donner de l'interaction, que les gens viennent cliquer et t'envoient justement un message? Bah, en fait, c'est simple. J'ai du contenu qui existait déjà, toujours en créditant les personnes, évidemment. Et basé sur ça, je créais des programmes d'entraînement, par exemple. Disons, je vends un produit de foot. Je vais faire un entraînement, comment améliorer ton explosivité pour le football. Et donc, je vais donner des exercices, que ce soit lever les genoux, faire des sprints. Tout ça sur une vidéo de 20 à 30 secondes. OK. Et à la fin, je vais dire, pour plus d'entraînement, commente le mot
du coup, football, par exemple. OK. Et c'est comme ça que les gens vont venir parce que, en gros, ils vont recevoir un entraînement toutes les semaines, que ça a été automatisé, évidemment. Et c'est comme ça qu'à la fin, ils convertissent. OK, super intéressant. Tu parles justement d'automatisation. Là, quand ils commentaient le Mogo, c'était en commentaire de la vidéo alors et à ce moment-là, c'était automatique, ça envoyait directement l'e-book, en fonction de ce que tu devais envoyer. Comment est-ce que tu as automatisé ça avec Instagram? Est-ce que tu peux peut-être nous dire l'application que tu utilises pour automatiser ça? Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire de l'organique et pouvoir Ok. promouvoir leurs produits gratuitement. Bah, c'est avec ManyChat. Ça s'appelle ManyChat. Du coup, tu as plusieurs trucs, hein. Tu peux faire le truc de commentaires. Tu peux faire le truc des DM. Donc, c'est avec ça que j'ai du coup commencé pour les amener au lead magnet. Ensuite, pour automatiser le lead magnet, c'est simple, c'est sur Klaviyo. C'est le site web de email marketing. Ouais. Et du coup, bon, en amont, tu dois créer un flow. Le flow, c'était d'abord la bienvenue, merci d'être inscrit, voici ton entraînement. Et ensuite, avant l'entraînement, j'ai fait une section About the Founder, donc à OK. propos du créateur, comme j'ai envie de créer une marque. J'ai un peu des insights sur moi et ma vie, mon parcours. Ensuite, voilà, les entraînements. Et le dernier entraînement, en fait, tu vas leur dire, tu veux un peu plus, tu veux un niveau supérieur. Par exemple, tu veux un niveau supérieur au foot. Voici nos crampons. OK. Et du coup, les crampons, c'est mon produit. Et au final, c'est là où les gens achètent OK. au dernier email, quoi. Au dernier email, tu Ouais. mets un CTA pour acheter, quoi. C'est ça. OK. Et donc, du coup, tu faisais la promotion de ton produit via ça. Du coup, est-ce que dans tes vidéos, justement, organiques que tu mettais sur Instagram, j'imagine qu'on voyait pas du tout ton produit, c'était vraiment des exercices en lien avec ta niche et c'était comme ça que tu arrivais à vendre ton produit après. Donc, ils n'étaient pas du tout au courant du produit que tu vendais. Ils avaient juste vraiment quelque chose de gratuit que tu leur donnais. Et puis, via les emails, un flow d'emails, tu as réussi à les convertir à la fin à acheter ton produit alors. Ouais, effectivement, c'est ça, quoi. En fait, et toi, tu l'avais aussi très bien dit, et sûrement dans tes vidéos YouTube, tu l'as mentionné, il faut donner de la valeur aux clients. Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste leur vendre un produit. Ça, c'est ce que j'ai fait presque 2 ans. Je vendais que le produit Ouais. et je ne comprenais pas pourquoi je fais peu d'argent. Mais ensuite, je me suis renseigné et je me suis dit, en fait, il faut changer la perspective. Si il voit qu'il y a une vraie valeur ajoutée à son produit, si tu lui donnes gratuit, il y a plus de chances qu'il l'achète à la fin. Et donc, voilà, c'est vraiment full valeur. OK. Et par rapport à ton produit, justement, c'était super intéressant. Tu parlais que tu avais eu aussi, par exemple, peut-être un déclic sur le fait que juste vendre ton produit, tu as dit que tu avais créé vraiment un storytelling par rapport au fondateur, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu justement de qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer d'humaniser au maximum ta marque, pour vraiment qu'on sache qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, vraiment mettre du storytelling. À quel moment tu t'es dit, OK, il faut que je mette ça en place pour, au lieu de vendre juste un produit, je vais vraiment vendre ma marque, mon storytelling et vraiment le produit qui est de l'émotion, quoi. OK, bah, honnêtement, j'ai juste été authentique, quoi. Je me suis dit à un moment, j'avais vu beaucoup de gens sur leur page, ils mettent à propos de nous, about us, à propos de la marque. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire ça pour moi. Surtout que c'est une histoire assez particulière, comme ça a commencé à 11 ans, l'entrepreneuriat, tout ça. Et donc, j'explique en gros pourquoi j'avais choisi le produit, pourquoi j'ai décidé. Évidemment, je ne dis pas que je fais du drop, je dis on l'a créé, tout Ouais, ça. Mais voilà, et aussi une autre chose, par exemple, que je fais, c'est que dans les emails que j'envoie, je mets mon nom, quoi. Ils savent que c'est Benoît derrière. Même l'email, c'est du coup mon nom et après support.com. Genre, ils savent qu'ils parlent à moi. Et c'est d'ailleurs avant-hier, ça m'avait fait un choc parce que je faisais du cold outreach, comme j'aimerais faire du B2B et vendre, disons, pour l'exemple de foot, vendre à des clubs de foot direct Ouais. mon produit au lieu à des particuliers. Et j'avais DM un club de foot, disons. Et ils disent, ah, vous êtes Ben, on a vu vos pubs et tout ça. Et donc, j'étais quand même assez... Ouais, t'étais content, quoi. Ouais, j'étais content. Donc, ils savent que c'est moi derrière et j'en suis content, quoi. Mais c'est vraiment ça l'importance d'humaniser sa marque, de vraiment mettre son point d'honneur dessus. Parce que déjà, on va avoir une vision long terme. Parce qu'aujourd'hui, faire du drop, vendre des produits de mauvaise qualité, etc., c'est plus quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut vraiment créer des marques. Et toi, tu l'as bien compris. Tu as vraiment commencé à mettre un processus en place pour créer ta marque.
Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à l'email marketing, on va revenir juste là-dessus, combien ça t'a rapporté sur le mois passé, du coup, sur les 2 derniers mois par exemple, en termes de chiffre d'affaires pour l'email marketing et au total ton chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois? OK. En chiffre d'affaires spécifique, je ne sais pas. Ok, Le pourcentage, le mois dernier, était de 24%. ok, intéressant. Le mois de décembre, c'était 16, il me semble. Ok, Et puis novembre, c'était quand même 20, 22, comme c'était Black Friday. ok. Et voilà. Ouais, évidemment, Black Friday, c'est le moment où tout le monde achète les Ouais, emails. c'est Il ça. faut que vous en ayez. C'est hyper important. Ok, très bien. Et alors maintenant, au niveau de ton produit, est-ce que justement, tu as laissé ton produit? Est-ce que maintenant, tu as créé un packaging sur ton produit? Comment tu l'as créé? Comment tu as eu ce processus? Est-ce que tu as utilisé des outils? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Bah, à l'heure actuelle, j'ai que du custom packaging. Ça veut dire, il y a mon logo sur le paquet d'emballage. Voilà quoi. Mais à l'époque, j'avais, comment on dit, fait du stock et vraiment mis mon logo sur le produit même. Ok, Donc, disons, tu as un crampon de foot, il y aura mis ma marque sur le crampon. ouais, Mais à l'heure actuelle, il n'y a que ma marque sur la sur la boîte. boîte, quoi. OK, Ok, c'est ça. Et donc, mais c'est ça qui m'a ruiné parce que c'est pas la même chose le drop et gérer un stock. ouais, Et je l'ai fait un peu trop tôt. J'ai commencé en janvier 2024 et ça a que tenu 4 mois, quoi. Et après, j'étais en manque de liquidité parce que maintenant, si je faisais une mauvaise journée, je perdais pas juste du coup de l'argent à cause du coût publicitaire, mhm. mais je perdais un produit en stock. Ah ouais, Et ça veut dire comme à l'époque, je n'étais pas encore stable, à un moment, ça collapse et j'avais plus de quoi payer le stock et j'avais des commandes qui rentraient. Et c'est un peu ça, quoi. ok. Donc aujourd'hui, tu recommanderais, est-ce que tu recommanderais aux personnes qui se lancent dans l'e-commerce, dans le dropshipping, de se lancer avec du stock? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ton expérience par rapport à le fait de gérer du stock? De mon expérience, ne vous lancez pas en stock quand vous commencez le dropshipping. Ça n'a aucun sens parce que le business model de base, c'est qu'on n'a pas de stock. Maintenant, le stock peut être intéressant, même si beaucoup que je connais qui ont du stock, ils m'ont dit qu'en fait, ça a double tranchant parce que à la fin du mois, tu achètes du stock. En Ouais. fait, c'est que l'argent qui rentre, c'est pour ton C'est ton stock. cash flow, c'est pour le stock. Ouais. Ouais, donc c'est très dur à gérer. Moi, j'ai pas réussi et c'est pour ça que je vais continuer le drop un max jusqu'à vraiment scaler, pouvoir assumer, avoir une équipe parce que personnellement, c'était trop dur de gérer un stock. Donc, vraiment commencer par, comment on dit, le drop pur et ça ira bien, quoi. Ok, très bien. Et donc au niveau de ton produit aujourd'hui, donc tu as un packaging, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'évolution et la vision que tu as de ton business là aujourd'hui, où tu le vois fin d'année? Est-ce que tu as des prévisions de chiffre d'affaires que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu mettrais en place pour cette année alors 2025? Bah, pour cette année, on en a discuté, c'est d'ajouter des nouveaux produits. C'est vrai que j'ai un produit winner qui a tourné toutes ces années. Et maintenant, c'est vraiment de mettre des branches, différents produits, tout ça. Donc, je compte lancer ça en février. Ok, J'ai 4 nouveaux produits qui arrivent. J'ai fait le shooting il y a 2 jours. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et pour les prévisions, déjà, j'ai envie de faire mon premier mois à 100 000 d'ici mars. Donc, c'est juste doubler le chiffre d'affaires. Je pense qu'on devrait y arriver. Et d'ici la fin de l'année, déjà le premier million sur un an en chiffre d'affaires, évidemment, ok. en bénéf. Bon, on te le souhaite, hein. Ouais, en bénéf, c'est pas encore sûr. Et ouais, pour implémenter ça, des nouveaux produits et continuer à scaler les Facebook Ads et implémenter Google Ads. J'ai entendu que ça performe bien et je devrais m'y renseigner. Donc, Ok. c'est un peu ça, quoi. Ok, très bien. Tu parles que tu veux implémenter des nouveaux produits, c'est ultra intéressant quand on veut durer sur le long terme. Il y en a beaucoup qui s'épuisent avec un produit et puis après, ben, ils n'ont plus de créative, le produit s'épuise et puis après, ben, il n'y a plus rien qui fonctionne. Aujourd'hui, comment tu as trouvé tes 4 nouveaux produits? Est-ce que tu as eu une méthode? Est-ce que tu sais déjà s'il y a de la demande sur les produits? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu as sélectionné ces produits-là et pas d'autres pour ta niche? Bah, pour ma niche, en fait, je me suis basé sur comment est-ce que je peux offrir des nouveaux trucs. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est meilleur que mon produit actuel? J'ai un peu cherché. J'ai aussi demandé, évidemment, à mon agent de se baser sur ce qui se vendait déjà, qui est au passé, au présent, au futur. Bref, j'ai essayé de chercher des infos partout. Et
Voilà, je me suis basé un peu sur ça, hein, un peu le feeling. Maintenant, on verra si ça vend. Moi, je suis assez confiant parce que c'est pour généraliser ma marque aussi à terme. Quand tu es niché, c'est très bien, hein, parce que la richesse, c'est dans la niche. Ça veut Ouais. dire niche-niche. Mais j'aimerais un peu élargir l'audience. Pour donner un exemple, ce serait par exemple un crampon de foot. Maintenant, je ne vais plus juste vendre des crampons de foot aux footballeurs, disons, sur le grand terrain, mais je vais aussi aller vendre aux footballeurs futsal. Et c'est comme ça que j'essaye d'élargir, vendre à différents types de segments, quoi. Aujourd'hui, comme tu le dis, tu es en train de vraiment généraliser ta marque, vraiment, enfin, de spécifier ta marque dans une niche. C'est ultra important. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Mais aujourd'hui, le persona client, comprendre ton client, ce qu'il veut vraiment, etc. Est-ce que tu as fait une recherche justement? Est-ce que tu as un fichier que tu implémentes ou que tu ajoutes des informations tous les jours dedans pour vraiment apprendre à qui tu vends, ton persona cible et vraiment le cibler le mieux possible dans tes créatives, dans ton copywriting, etc. pour vraiment aller chercher plus de conversion? Bah ouais, j'ai commencé ça en juin 2024. C'est là où j'ai fait ma première étude de marché, quoi. J'ai essayé de comprendre mon client, pourquoi ils achetaient, pourquoi ils achetaient pas. Ok. Puis je suis allé sur tous mes reviews, ce que j'ai eu, ce qui se disait un peu à gauche, à droite. Comme maintenant, j'ai atteint le stade où on parle de ma marque sur Reddit, par exemple, Ouais. ou certains forums, comme c'est très niché. Donc, j'ai vu ce qui se disait. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment mieux les comprendre, ces clients? Parce que même moi, j'ai du mal. Par exemple, je sais, comme c'est moi derrière, je sais que j'achèterai pas. Mhm. J'ai du mal à me dire les gens qui achètent, qu'est-ce qu'ils pensent, quoi. Donc, j'ai fait un Google Form que j'ai envoyé à tous ceux qui avaient acheté au passé et pour un peu avoir des reviews, des après-ventes, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc, j'ai vraiment mis quel est votre nom, votre âge pour avoir les âges, pourquoi vous avez acheté, comment vous en servez, vraiment tout, tout, tout. Et c'est comme Ok. ça que j'ai eu la donnée sur mon client. C'est ultra important de bien connaître son client type aujourd'hui. Et il faut vraiment que vous fassiez une veille de marché parce que aujourd'hui, par exemple, là, on parle de sa marque sur Reddit, etc. Vraiment, comprenez à 100% son client, c'est vraiment le plus important. Tu as été sur des forums comme Reddit, là maintenant on parle de ta marque, mais envoyez des Google Forms comme ça à des gens, téléphonez-leur quand ils ont fait une commande pour comprendre pourquoi ils ont acheté, etc. C'est ultra important, il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il y a game changer en fait aujourd'hui en e-commerce. Apprendre à connaître son client, on vend vraiment pour eux, il faut apprendre à les connaître, pourquoi ils achètent notre produit. Donc voilà. Donc là, on a vraiment vu tout ton parcours de A à Z, de comment tu as trouvé le produit, tu as lancé les publicités, c'était super intéressant. Je sais que tu reviens de Dubaï depuis pas longtemps. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu es parti à Dubaï, qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Bah, Dubaï, déjà, c'était la première fois que j'y allais. C'était pour visiter aussi, ouvrir ma société là-bas pour des raisons fiscales. Ouais. Et voilà, j'ai beaucoup aimé Dubaï, franchement, coup de cœur. J'espère vraiment y habiter d'ici octobre, pouvoir prendre un one bedroom et faire ma vie à Dubaï. Voilà, c'est Dubaï, quoi. C'est le soleil, c'est la bonne humeur, c'est des entrepreneurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Genre, vraiment, en un mois de temps, j'ai rencontré des machines Ouais, il y de a un guerre. écosystème là-bas qui est incroyable, hein. Ouais. Ouais. Et pour le coup, toi aussi, tu es allé à Dubaï. Toi, t'en as pensé quoi? C'était quelle année et tout? Alors moi, j'ai été à Dubaï l'année passée. J'y suis passé, mais pas longtemps. C'était une belle expérience. Maintenant, j'y ai pas vécu assez longtemps pour vraiment me faire une idée concrète de vivre complètement là-bas. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un aspect un petit peu mitigé parce que j'ai pas vraiment vécu là-bas. Mais sinon, c'était hyper intéressant. Il y a un très gros écosystème e-commerce et business surtout. Donc c'est ça qui m'a plu. Et puis après, ouais, niveau fiscalité, etc., c'est super intéressant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une ville qui peut être intéressante, mais à vivre sur le long terme. Parce que voilà, pour aller 7 jours, c'est bien, ben, tu vas visiter, mais après, tu n'as pas le temps de vraiment t'implémenter dans la vie de tous les jours, de t'implémenter dans l'écosystème, de rencontrer plein de gens quand tu es là pour les vacances. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en e-commerce et en dropshipping. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de se lancer aujourd'hui en voyant ton parcours? Voilà, tu avais 17 ans quand tu as commencé. Aujourd'hui, bah, tu as voyagé à Dubaï, tu as fait beaucoup de chiffre d'affaires, presque 50 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes comme ça? Bah, c'est simple, hein, et c'est bateau, mais lancez-vous, quoi. Franchement, je pense que se lancer n'est jamais une mauvaise réponse. Parfois, même moi, je le pense, hein, passer à l'attaque, et c'est après que tu vas optimiser, tu vas voir. Mais certains, ils sont trop bloqués, je le vois même dans mon entourage, parce que c'est évident quand ils voient quelqu'un réussir,
ils se disent, ouais, je veux aussi le faire. Mais après, c'est des tonnes de questions que même moi, je ne m'étais Ouais. pas posées. Par exemple, une bête question, par exemple, tout ce qui est pour les termes légaux, etc. C'est que je me suis renseigné que 2 ans après, presque. Franchement, j'ai fait ça au black. Maintenant, tout est Tout est nickel, réglo. c'est Oui, carré. j'ai plus rien à me reprocher. Je sais que j'ai un bon business, quoi. Mais c'est vrai, ne vous bloquez pas et lancez-vous, quoi. Lancez-vous. Ouais, c'est clairement, on n'a rien à perdre à se lancer. Il y en a beaucoup qui sont perfectionnistes, ils vont attendre une semaine, enfin, ils vont attendre un mois pour lancer leur site web, etc. Ils vont attendre le petit détail pour l'offre, pour le produit, etc. Mais lancez-vous, c'est là où on apprend le plus, en fait. On vous ferait des erreurs, vous aurez des échecs, mais après, vous arriverez à rebondir et à apprendre de ça. Donc, clairement, moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aussi aujourd'hui. Et toi, Seb, comment tu t'es lancé dans le dropshipping? Alors moi, je me suis lancé dans le dropshipping en août 2020, donc pendant le Covid en fait. C'est là que j'ai lancé mes premières boutiques. D'ailleurs, je mettrai à l'écran sûrement le premier produit que j'ai vendu. C'était n'importe quoi, il n'y avait aucun critère de sélection. J'ai vraiment fait ma boutique comme ça sur YouTube, sans formation ni rien. Mais j'ai fait ma première vente, je me rappellerai toujours. À 23h59, je pense que je l'avais faite avec l'ancien dashboard Shopify. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis après, j'ai quand même chiffré assez vite. J'ai lancé un produit en octobre 2020, donc juste après. Donc là, on était en plein dans les fêtes. Et j'ai lancé vraiment un jouet qui était super intéressant. Et j'ai commencé à faire mes 1 000 euros par jour directement, en fait. Donc ça a vraiment explosé. C'était un produit avec vraiment un effet waouh qui était directement pour les enfants, cadeau de Noël, donc en plein dans le timing. Et donc, c'est ça qui m'a rapporté mes 1 000 euros par jour. Donc, c'était ma première expérience là-dessus. Après, j'ai continué par rapport à ça et j'ai eu pas mal d'échecs aussi après. Quand on a des gros booms comme ça, après, pour se relancer et tout, des fois, c'est pas évident. Donc, j'ai eu pas mal d'échecs où des fois, j'ai même arrêté pendant 6 mois le e-commerce et le drop parce que je savais pas où j'en étais, etc. Et puis, je me remettais chaque fois et chaque fois, j'arrivais à refaire du chiffre, mais j'arrivais pas à exploser. Donc voilà, et je pense que ce qui m'a vraiment fait exploser aujourd'hui, c'est le focus parce que j'étais sur plein de choses en même temps. J'allais sur un business puis sur un autre, mais j'aimais toujours le e-commerce. Aujourd'hui, c'est ma passion. Je fais des vidéos sur YouTube, j'accompagne des gens et j'adore ça. Et je pense que le focus, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens parce qu'être éparpillé, avoir le syndrome de l'effet brillant, c'est pas ce qu'il faut en fait. Soyez vraiment focus sur ce que vous faites. Je pense aussi ce qui m'a fait commencer le dropshipping et le e-commerce, c'est vraiment en fait tous les piliers et les fondamentaux qu'on apprend parce qu'en fait, on apprend vraiment des compétences et c'est ça que j'adorais. On apprend la création de sites web, le marketing, le persona client, les créatifs publicitaires. En fait, il y a plein de choses et ça nous sert tout le temps. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive de créer des sites web, etc. Et ça, c'est des compétences qu'on n'oublie pas en fait. Et c'est super intéressant comparé à tous les autres business qu'on peut voir aujourd'hui où on apprend pratiquement rien en fait. Et donc c'est pour ça que le e-commerce m'a vraiment plu. Et puis maintenant, c'est devenu ma passion. Et voilà, ça fait 4 ans que j'en fais maintenant. OK, pour revenir là-dessus, t'en fais maintenant depuis 4 ans. Donc, c'est déjà pas mal, chapeau déjà. Et comment tu vois le dropshipping évoluer d'ici 2030, par exemple, donc d'ici 5 ans? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on voit que l'IA, ça arrive à toute vitesse. Il y a énormément d'outils en fait, qui arrivent aujourd'hui avec l'IA. C'est beaucoup plus facile de se lancer aujourd'hui qu'avant, même s'il y a plus de concurrence, que ce soit pour créer des sites web, pour créer des publicités. Il y a plein de choses maintenant pour mettre en place. Moi, mon horizon 2030, on l'a vu déjà avec TikTok Shop, TikTok Live. En fait, c'est des tendances qui arrivent et on ne voit même pas comment elles arrivent. Elles arrivent tellement vite. Donc moi, clairement, je vois en fait des nouvelles choses chaque année qui peuvent arriver. Ça peut aller tellement vite. Franchement, je n'ai pas vraiment de prédiction, mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que le e-commerce ne fera que augmenter dans les années à venir. Les gens font que acheter sur Internet de plus en plus, on le voit. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ta prédiction pour l'avenir en e-commerce? Pour moi, personnellement, je dirais déjà ça va évoluer. Comme tu as dit, les outils, l'intelligence artificielle, tout ça, ça fait que de nos jours, c'est marrant, mais c'est plus simple de se lancer. Même si je pense quand même que le dropshipping est plus dur en soi parce que ça demande plus de skills qu'avant. J'imagine, Ouais. beaucoup me l'ont dit qui ont commencé en 2019, tout ça. Mm. À l'époque, tu pouvais faire une page produit et voilà. Exactement, ouais. Ah ouais, bah, je pense que le marché va juste aller évoluer encore. En fait, tant qu'il y aura de l'Internet et que les gens vont acheter en ligne, les gens vont acheter sur des sites dropshipping. Il faut que les gens se sortent ça de la tête. Ils me disent tout le temps, ouais, pourquoi ils ne vont pas acheter sur AliExpress, mais Ouais. ils n'ont pas le temps, en fait. On fait en sorte qu'ils achètent impulsivement. Donc, ouais, ça va juste évoluer, quoi.
Ouais, comme tu dis, au niveau du drop, en 2019, moi je me suis lancé en 2020, mais c'était un peu ça. On lançait une page produit avec un bon produit qui se vend et ça marchait direct. Aujourd'hui, il faut se professionnaliser. C'est important de faire des pages produits qui soient clean, d'avoir un bon SAV, d'avoir un produit de bonne qualité, livré rapidement, parce que sinon le business ne tient pas. En fait, il y a tellement de blocages avec les Stripe, PayPal, etc. Donc c'est ultra important de faire les choses carrées, clean. Même si le dropshipping, il y a beaucoup de concurrence, il y a vraiment moyen d'aller chercher des choses aujourd'hui. Donc voilà. Et avec ton expérience, tu dirais qu'à l'heure actuelle, quel est le meilleur budget pour se lancer dans le dropshipping? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il y a plein de réponses à ça. Aujourd'hui, pour se lancer vraiment en dropshipping pur, pour moi, il faut 2 000 euros. Tous ceux qui vont vous dire aujourd'hui que vous pouvez vous lancer avec zéro, etc., pour moi, c'est totalement faux. Parce qu'il y a tout ce qui est frais annexes, déjà l'achat du produit, tout ce qui va être Shopify, les créatifs si vous faites de la publicité, etc. Donc pour moi, 2 000 euros pour être serein, pour pouvoir tester des produits. Aujourd'hui, le dropshipping, c'est vraiment le but, c'est de venir tester un produit, un marché, une offre, des créatives, d'assembler tout ça sur le bon marché et puis d'avoir son product market fit, comme on dit. Donc pour moi, c'est le plus important, c'est ça. Et puis une fois qu'on arrive à aligner tout ça, ben, on arrive à faire des beaux résultats. Donc voilà. Maintenant, évidemment, si vous voulez vous lancer avec plus d'argent, évidemment, pour faire du stock, etc., c'est possible. Mais pour tester d'abord votre produit, votre offre, etc., clairement, avec 2 000 euros, vous êtes c'est largement suffisant pour commencer à lancer vos produits, votre boutique, vos créatifs publicitaires et voir un petit peu comment le marché réagit, quoi. Et encore une question sur le drop, c'est quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois sur les sites web des débutants? Alors, les erreurs les plus courantes, c'est clairement l'offre. Euh, Il y en a beaucoup qui négligent l'offre. En fait, ils vont mettre une offre banale, sans justificatif. On n'a vraiment pas envie d'acheter leur produit. Donc, je dirais la principale erreur, c'est l'offre. Trop basique, pas assez irrésistible. Donc, c'est vraiment l'offre. Le deuxième, je dirais les visuels. Parce que les visuels, aujourd'hui, on a beaucoup qui prennent des visuels de concurrents, etc. Pour tester, ça peut être intéressant, mais on évite des MCA par Shopify, etc. Donc, c'est pas ce que je recommanderais. Donc, vraiment, créez vos visuels. Faites venir le produit chez vous. Vous créez des visuels comme toi, tu es en train de faire avec tes produits. Et comme ça, vous avez des beaux visuels uniques pour vos produits. Et en fait, c'est ultra rapide. Vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents. Et ça vous permettra aussi de créer vos propres créatifs publicitaires, tout simplement en ayant le produit chez vous. Donc, ça, c'est super intéressant. Et la troisième, je dirais la structure. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas en place tout ce qui va être social proof, confiance, autorité sur leur site web. C'est des choses qui sont pour moi indispensables aujourd'hui. Et on voit trop de sites en fait, sans social proof, sans autorité de marché, etc. Donc voilà, je dirais vraiment les 3 grosses erreurs que je vois aujourd'hui, c'est vraiment celle-ci. OK, parfait, merci encore. Et quand je t'ai connu, tu étais à Bangkok. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe Bangkok, ce que tu en as pensé, des comparaisons peut-être à Dubaï, Bruxelles ou tout autre pays? Ok. Alors ouais, moi j'ai vécu 1 an à Bangkok. C'était incroyable, vraiment, c'est une ville incroyable. Il y a énormément d'écosystèmes, e-commerce, entrepreneurial, etc. Ce qui est bien à Bangkok, c'est qu'en fait, on a la ville avec vraiment fast life, où il y a vraiment tous les gens, tout le monde bosse, etc. Et puis après, à 1 heure d'avion, on peut directement aller dans les îles. Donc moi, je voyageais entre Bangkok, Koh Samui et les différentes îles. J'ai fait un petit peu Bali aussi. Mais Bangkok, ce qui est bien, c'est qu'on a tout à disposition. En fait, on a l'écosystème entrepreneurial, on a tout ce qui va être la culture, les gens, etc. sont ultra gentils. Après, on a tout ce qui est service. Quand on va manger au resto, quand on va faire des massages, etc. En fait, on a un service qui est incroyable. Il n'y a pas de comparaison à ici, à la France, etc. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment choquant quand on arrive là-bas. Alors moi, j'ai été à Bangkok parce qu'en fait, j'avais des amis aussi expatriés là-bas qui faisaient du e-commerce, qui réussissaient bien. Et j'avais besoin d'être dans un environnement de travail qui soit vraiment serein, focus, comme je l'ai parlé tout à l'heure. J'étais trop dispersé quand j'étais chez moi. Et donc, voilà, moi, je recommande vraiment Bangkok pour tout ce qui est aspect entrepreneurial, pour voyager, etc. C'est une ville incroyable. Pour comparer un petit peu à Dubaï, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible parce que c'est 2 environnements totalement différents. Donc, c'est vraiment comment on aime. Je pense qu'il faut faire les deux, voir un petit peu où on préfère aller. Ce qui est intéressant aussi avec Bangkok, c'est qu'en fait, on a des condos, des condominiums. Et à l'intérieur, en fait, on a salle de muscu, sauna, jacuzzi, piscine. On a un service qui est incroyable et on a en plus notre appartement qui est là. Donc des condominiums, c'est vraiment des gros appartements. Et il y a ça partout dans Bangkok. On peut se faire livrer la nourriture sans aucun problème. On est proche de tout. Niveau transport, c'est incroyable. Puis il y a aussi le Muay Thai que moi j'ai appris là-bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que quand on bosse toute la journée et qu'à la fin de sa journée, on va faire du Muay Thai, on prend son petit Grab Scout qu'on appelle et il vient et il nous dépose directement au Muay Thai. C'est vraiment incroyable. Et puis surtout au niveau des îles aussi.
quand on peut faire Koh Samui, Koh Phangan, donc tout ce qui est le golfe de la Thaïlande, en 1 heure d'avion pour décompresser, etc. Bah, il n'y a pas meilleur en fait. Je ne sais pas quel autre pays offre ce genre de choses, vraiment fast life et entrepreneurial, et puis partir directement à la mer. Donc pour moi, c'est le meilleur pays. C'était mon pays de rêve et je suis content de l'avoir fait. J'y retournerai sûrement. Ok, bah, ça donne envie, hein. Même moi, j'aimerais aller à Bangkok. J'ai prévu peut-être en mars aller à Bangkok ou Bali, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Et en parlant de ça, du coup, là, on est janvier 2025. Et comment tu vois cette année? Quels sont tes objectifs, que ce soit personnel, professionnel? Je ne sais pas. Dis-nous tout. Alors, mes objectifs professionnels, clairement, bah, c'est faire évoluer la marque sur l'année. D'ailleurs, on fera un podcast sûrement sur l'ensemble de la marque, etc., d'ici la fin de l'année. Au niveau perso, bah, clairement, j'aimerais bien repartir à Bangkok. C'est quelque chose que j'ai envie de faire aujourd'hui. Maintenant, je n'ai pas encore la possibilité parce que j'aime bien justement être avec ma famille, mes amis. C'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué avant. Et donc, j'ai besoin de profiter de ça avant de pouvoir repartir. C'est quand même un choix, c'est quand même une nouvelle vie, etc. Surtout que Bangkok, c'est quand même 15 heures d'avion. Donc, ce n'est pas comme si on allait habiter en Espagne où en 1 heure d'avion, on peut facilement retrouver sa famille et ses amis. Donc, au niveau de la marque, clairement, sur l'année, la faire évoluer le mieux possible. Et puis, au niveau perso, retourner, voyager et faire plein d'autres pays un petit peu comme toi. Et puis exploser tous les résultats ensemble, quoi. Bah, je te le souhaite, je te le souhaite. Ben, merci Benoît, en tout cas je te remercie d'avoir partagé tout ça. Je pense que c'est ultra inspirant pour tous ceux qui nous regardent. Donc voilà, Benoît, est-ce que tu as une dernière chose à dire à ceux qui nous regardent peut-être, qui voudraient savoir quelque chose? Bah, honnêtement, les gens, lancez-vous. Merci beaucoup Benoît pour cette interview. On se retrouve d'ici là très bientôt, fin de l'année, avec peut-être le million en poche, On qui sait. espère. Et voilà, ciao ciao tout le monde. Peace.